Bonjour, bienvenue à cette projection spéciale donc de E.T. de Steven Spielberg, toujours dans le cadre bien sûr du festival Effestar. Et aujourd'hui, eh bien, pour nous parler de E.T., nous sommes avec Manuel Ciabato, bonjour, qui est enseignant en cinéma et plus spécifiquement en effets spéciaux à l'ESSAF de Toulouse, à l'université Paul Valéry de Montpellier. Alors Manuel, toi tu vas nous raconter un petit peu tous les secrets de fabrication du film, toutes les petites anecdotes de tournage et même qui en fait à la base l'idée n'était pas de Steven Spielberg. Donc bonjour. Donc ouais. Et effectivement, le film au tout début, même si Spielberg a longtemps dit que c'était une création personnelle, et il y a énormément de on va dire litiges autour de qui a créé l'extraterrestre. Donc d'une part, il y a une dame qui s'appelle Yvette de Fontclair, qui est la romancière jeunesse, qui aurait envoyé un scénario chez Disney pendant le temps que Melissa Martinson, la scénariste de E.T., travaillait donc en tant que scénariste. Et puis ensuite, il y a la plainte de Satyajit Ray, un cinéaste indien, qui aurait, lui, envoyé un scénario aussi au studio Universal, Columbia. Et ce scénario, en fait, ça serait une copie conforme de E.T. Donc E.T. plutôt E.T. Donc voilà pour cette partie de la plainte. Par rapport à Satyajit Ray, c'est le plus sûr que c'est corroboré par Scorsese lui-même, qui aurait dit que lui-même il a lu le scénario et qu'il est bien d'accord qu'il y a eu quelque sorte de plagiat. Donc sinon, pour vraiment parler sur les origines de E.T., il faut parler de Steven Spielberg enfant. Et Spielberg en fait est enfant unique, et il aurait vécu très mal la séparation de ses parents, et au point d'inventer un personnage imaginaire. Donc Spielberg par la suite est très comment dire, fasciné par tout ce qui est l'extraterrestre, l'espace, le voyage dans l'espace. Il a développé des scénarios, dont un scénario particulier qui s'appelle Night Skies, donc le ciel noir. Et dans ce scénario-là, c'est pas une invasion, mais il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter. Mais c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus... il fait peur, le film, en fait. Et parmi ces extraterrestres, il y aurait un qui très amigable, qui serait devenu ami avec un enfant autiste. Et vers le départ de ce groupe d'extraterrestres, il serait resté sur Terre pour rester avec lui. Donc, Night Skies, qui en fait, c'est le concept de base du extraterrestre, de E.T. Et c'est de là que Melissa et Martinson, qui est d'ailleurs la première femme de Harrison Ford, seraient partis pour écrire le scénario. Ça lui a pris 8 semaines à peu près, et elle a écrit un premier essai qui s'appelle E.T. et moi. Donc, pour parler un peu sur pourquoi cette on va dire, rigidité par rapport au départ dans l'espace. Donc aujourd'hui, les films de science-fiction, ils présentent toujours les vaisseaux spatiaux comme quelque chose qui part à n'importe quel moment. Quand en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. Si on veut quitter la gravité de la Terre, il faut utiliser en quelque sorte la gravité des autres planètes pour avoir l'élan suffisant pour atteindre une autre planète. Donc là, je vous propose juste 2 exemples d'un voyage sur Mars. Et surtout le premier exemple à gauche, là on peut voir que quand on part de la Terre, on fait un tour pas loin du Soleil pour ensuite attraper l'orbite de Vénus pour arriver sur Mars. Donc par rapport à l'histoire de E.T.,
qui se veut très réaliste. Et s'il rate le décollage, c'est parce que s'il ne part pas à ce moment précis, ils ne pourront jamais atteindre les orbites des planètes différentes et tout le parcours qu'ils sont censés faire. Donc voilà Donc parlons un peu comment ce film a été vraiment créé. Donc au tout début, Spielberg a vendu le scénario à Columbia Pictures et il attendait impatient de voir son projet se réaliser. Mais à Columbia Pictures, ils avaient une idée un peu, arrêtée sur le film. Ils trouvaient que c'était un mauvais film, que c'était un mauvais Disney, un film pour mouillette, enfin bon. Donc Spielberg, il attendait, ils l'ont fait de studio à studio, de producteur à producteur, il n'a jamais vraiment eu une réponse positive pour commencer le tournage. Donc il s'est retourné vers Sid Sheinberg, qui à l'époque était le patron de la MCA, c'est, on va dire, la maison mère de plein de studios différents, dont Universal. Et donc Sid Sheinberg, il a décidé d'acheter le scénario à Columbia Pictures, ça leur a coûté quelque chose comme $1 million, et leur a laissé aussi 5% sur les recettes du film. Donc ensuite, les producteurs d'Universal diront que même avec ce deal, même avec que 5% des recettes, et E.T. sera le film qui leur aura rapporté le plus d'argent de toutes les productions jamais faites chez eux. Donc pour vous rendre compte et le succès du film et l'argent que ça a généré. D'ailleurs, c'est ce film-là qui a permis à Spielberg de créer sa société. Donc parlons un peu maintenant de comment on a créé le personnage. Donc il y a ce monsieur Carlo Rambaldi, qui est un sculpteur italien, il est mort il y a quelques années déjà, qui a commencé à proposer des choses autour de l'extraterrestre. Enfin bon, là on peut voir un peu les croquis, mais Rambaldi, il a quand même une histoire, parce que c'est Rambaldi qui a dessiné le King Kong des années 76, donc la reprise du 33. Il a gagné un Oscar avec Alien, et il a aussi dessiné les personnages de Dune. Je ne sais pas si vous connaissez Dune, c'est un autre film de science-fiction avec David Lynch. Donc c'est là que ça se complique un peu parce que, pour Rambaldi, la tâche, elle n'était pas simple de créer un personnage, on va dire, qui fait un peu partie des cauchemars, partie des rêves, tout en gardant ce côté réaliste. Et donc, la première chose dont il s'est inspiré, c'était une toile qu'il a fait lui-même. Donc c'est Les Femmes du Delta, où l'on peut commencer à voir un peu les traits, on va dire, physiques de E.T. Donc on voit des femmes avec des coups qui c'est long, des très longs coups. Et ensuite, il y a eu aussi l'imposition de Spielberg. Spielberg lui a dit, il faut absolument utiliser des visages des gens connus du XXe siècle. Donc c'est là que ça se complique. Parce qu'il lui a dit, voilà, il va falloir utiliser la tête de Karl Sandburg, un poète d'Einstein et de Hemingway. Donc je ne sais pas comment on fait pour mélanger tout ça pour arriver à E.T. quoi. Mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc peut-être Karl Sandburg, non? C'est celui qui se ressemble le plus, un peu avec les traits sur le côté. Et puis ensuite, pour les yeux, c'était très important d'avoir des yeux vivants. Et donc Kathleen Kennedy, qui est la productrice du film, décide d'embaucher des physionomistes, des anatomistes, pour créer les yeux, et faire des vrais yeux très très crédibles. Donc ensuite, comment donner vie à ce personnage? Alors, vu la taille, qui est d'ailleurs tout le film, vous verrez, le film il a été tourné à la taille d'un enfant, et il y a un petit clin d'œil à Tex Avery, par rapport au fait qu'on ne montre jamais les visages. J'ai juste quelques visages d'adultes qui sont présentés. Mais donc, pour créer l'illusion de vie chez ce personnage magique, extraterrestre, on a utilisé 3 techniques différentes. La première, c'est le corps, le mouvement du corps, qui est géré par ces 2 personnes de petite taille et un enfant handicapé, et amputé des jambes. Donc Tamara de Trejo et Pat Bilon, les 2 personnes de petite taille, et Matthew Demerit. Ensuite, il y a toute une équipe de marionnettistes qui vont faire la partie, tout ce qu'elle est la gestuelle du personnage. Donc tout ça, c'est interagi en même temps.
Et à ça, on rajoute... Enfin, les marionnettistes, ils n'arrivaient pas à faire des choses fluides avec les mains. Donc, faire ce mouvement, par exemple, c'était pas possible avec les marionnettes de l'époque. Donc, c'est là que Spielberg dit, mais il me faut un mime. Il faut trouver un mime, enfin, c'est un mime qui va résoudre le problème. Donc, ils ont embauché Caprice Roth, qui était un mime reconnu de l'époque. Et c'est lui qui va, avec ses mains, voilà, composer la troisième partie de la vie de E.T. Voilà pour... Et voilà le personnage entier. Donc ils ont construit 3 comme ça. Ça a dû coûter quelque chose comme $1,5 million de l'époque. Donc avec la dévaluation, on dirait que c'est 3-4 fois plus aujourd'hui. Et un de ces bonhommes a été acheté par Michael Jackson. Donc à savoir qu'est-ce qu'il a fait avec après. Voilà. Une autre partie très intéressante de l'équipement de l'extraterrestre, c'est son appareil de communication. Vous le verrez dans le film, c'est très important. C'est un peu la base de l'histoire de la célèbre phrase « E.T. phone home ». Donc E.T. appelle à la maison. Et donc c'est un professeur de secondaire qui a imaginé le dispositif, qui sera par la suite repris dans de nombreuses installations. Donc voilà, là maintenant c'est les personnages. Enfin, je vais vous parler un peu de casting, comment ça s'est passé. Donc peut-être vous reconnaissez Drew Barrymore, qui est un peu la seule qui a eu une carrière par la suite. Mais vous allez après comprendre pourquoi. Donc Elliot et Henry Thomas, qui en fait a raté complètement son audition. C'était vraiment mauvais. Enfin, Spielberg a failli lui dire pars d'ici, c'est pas la peine. Mais il a quand même voulu lui laisser une dernière chance. Il lui a demandé d'improviser une scène, la dernière scène, dans laquelle il se fait interpeller par un agent autour de où se trouve E.T. Et donc Henry Thomas s'est mis à pleurer. Enfin, c'était super crédible, enfin vraiment vraiment crédible. Et du coup, Spielberg l'a embauché directement. Pour Drew Barrymore, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, il n'avait pas auditionné pour E.T., il avait auditionné pour Poltergeist, qui était tourné en même temps que E.T. Donc, en fait, Spielberg explique que dans son imaginaire, Poltergeist correspond à toute la partie cauchemardesque de sa jeunesse, et E.T. correspond au rêve. Donc, quand il a fait le casting de Drew Barrymore, il a commencé à raconter des sottises, dont notamment qu'elle était chanteuse de punk. Et ça a bien marché parce que le personnage de Gertie, justement, il fallait qu'il soit un peu maligne. Et donc de là elle a réussi à avoir son rôle. Et pour Michael, donc le troisième, on va dire, enfant de l'équipe, et Robert McNaughton, Michael, il a passé 8 auditions, et toujours très mal passé. À chaque fois, il rentrait chez lui un peu en pleurs et tout. Il a répété seul avec d'autres enfants qui jouaient le rôle de Elliot. Et bon, on ne sait pas trop comment il a fait à la fin pour convaincre Spielberg. Peut-être que Spielberg, il en a eu marre de le voir venir tous les jours, quoi. Et il l'a embauché. Donc pour continuer, donc quelques infos pratiques pour mieux comprendre notre cher E.T. Alors dans le scénario, quand on analyse le scénario, E.T. aurait plusieurs millions d'années. C'est pas un tout jeune, c'est un être qui est très 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 vieux. Ensuite, ce n'est pas un homme ou une femme, malgré qu'il était dessiné qu'avec des traits d'homme. C'est un être végétal, donc il n'a pas de sexe. Donc ça, information pratique. Anecdote par rapport à E.T. Donc comme j'imagine vous le savez, Spielberg il est très copain avec Lucas. Et pour continuer avec le mythe de E.T., il lui a demandé d'inclure l'espèce de E.T. sur le premier volet de Star Wars, donc la menace fantôme. Donc là on peut les voir en train de participer au vote du Sénat et lors du Conseil.
une autre info très intéressante par rapport à E.T., c'est qu'ils ont lancé un jeu vidéo la même année. Et le jeu vidéo de E.T., qui en fait a été un échec total. Parce qu'il est très difficile de jouer. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici a joué E.T. Non? Jamais? Moi, j'ai joué ça, c'est juste pas possible. Enfin, on ne comprend rien, on se perd. Bon, bah. Donc ça a été un tel échec, une telle honte par rapport au film, qu'ils ont décidé de retirer tous les cartouches de Atari. Donc les Atari 2600, c'était des grosses boîtes comme ça, et on mettait une cartouche pour jouer. Donc ils ont repris toutes les cartouches, ils ont emmené tout ça avec des camions dans une déchetterie à El Paso, donc bien paumé à la frontière au Mexique, et ils ont enfoui tout ça, justement avec un contrat qui disait comme quoi ils n'avaient pas le droit de faire des fouilles. Donc en 2014, le contrat est arrivé à son terme, et la première chose qu'ils ont fait, c'est faire des fouilles. Ils ont retrouvé évidemment tous les cartouches du jeu. Voilà, ça a été un vrai échec commercial. C'est même montré comme l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comme quoi même les plus grandes franchises se trompent. Et pour finir, donc la raison pour laquelle ça s'est bien passé par la suite, enfin, je dis ça, je spécule un peu. En fait, Drew Barrymore oubliait tout le temps ses dialogues pendant le tournage, à tel point qu'un jour, Spielberg, il a vraiment pété un câble et il lui a gueulé dessus. Donc la fille, elle a pris ça sur elle, et quand elle est revenue le lendemain et les jours suivants, elle avait des fièvres, elle était mal, elle était pas bien, quoi. Donc Spielberg s'est rendu compte que c'était à cause de lui, de son attitude. Et il est venu la voir, il lui a demandé des excuses. La fille s'est mise à pleurer. Ça a été vraiment très très dur pour tous les deux. Mais par la suite, Spielberg est devenu son parrain. Et voilà un peu pourquoi Drew Barrymore, elle est toujours là. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec E.T. l'extraterrestre.